Cette vidéo présente de manière succincte le déroulement de la méiose. Nous poursuivons notre étude des mécanismes permettant la continuité des êtres vivants. Dans le pôle 1, nous avions vu que la reproduction sexuée nécessite des gamètes, c'est-à-dire chez la femme l'ovocyte et chez l'homme le spermatozoïde. Il est important de comprendre que toutes les gamètes produites par un même individu sont différentes. Ils possèdent ainsi des combinaisons de gènes originales et différentes les unes des autres. Cette observation faite au niveau des spermatozoïdes est également valable pour les gamètes féminins. C'est cette grande diversité au niveau des gamètes mâles et femelles qui explique la variété des apparences au sein d'une même fratrie. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment ça se faisait qu'avec les mêmes parents, deux enfants puissent être si différents. J'en veux pour exemple ma sœur Anne et moi-même. Avec le même père et la même mère, nous avons, malgré une certaine ressemblance, des caractéristiques physiques différentes. À l'origine de ces différences, c'est le processus de la méiose. La méiose est une division cellulaire qui se déroule en 2 temps et qui aboutit à 4 cellules filles, 4 gamètes génétiquement différentes. Avant de rentrer dans le détail des phases de la méiose, faisons un point rapide sur le nombre de chromosomes dans les différentes cellules de notre corps. Nos cellules musculaires, pulmonaires ou encore nos neurones possèdent toutes 46 chromosomes regroupés en 23 paires de chromosomes homologues. Ces cellules sont donc dites diploïdes. On peut appeler N le nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. Chez l'humain, on a N est égal à 23 et les cellules diploïdes possèdent 2 N chromosomes. Par contre, chez les gamètes, la situation est différente. Rappelez-vous, on avait dit que ce sont des cellules haploïdes car elles possèdent moitié moins de chromosomes. Elles en ont seulement 23. C'est donc l'autre particularité des gamètes. Elles possèdent seulement la moitié de l'information génétique par rapport aux cellules diploïdes. Ainsi, lorsque un ovocyte est fécondé par un spermatozoïde, chacun apporte 23 chromosomes et la cellule œuf possède 46 chromosomes. Elle est donc bien diploïde puisqu'elle possède 2 N chromosomes. Pour produire des gamètes, on part toujours d'une cellule diploïde, à 46 chromosomes. Cette cellule va alors subir la méiose. Mais avant de pouvoir faire la méiose, la cellule doit passer par les différentes étapes du cycle cellulaire. Donc cette cellule diploïde commence par une phase de croissance, appelée la phase G1. Ensuite, elle réplique son ADN, c'est la phase S. Autrement dit, chaque chromosome est dupliqué. Donc on partait d'un chromosome à une seule chromatide, et après la phase S, on a un chromosome à 2 chromatides. La cellule poursuit alors le cycle cellulaire en passant par une phase G2. Elle est maintenant prête à rentrer en méiose. En effet, chacun de ces chromosomes possède 2 chromatides. La méiose est une double division cellulaire. Mais pour bien vous expliquer cela, revenons un tout petit peu en arrière sur la mitose. Dans la mitose, nous avions vu qu'il y avait 4 phases, la prophase, la métaphase, l'anaphase et enfin la télophase. La méiose est composée de ces 4 mêmes phases, mais qui sont enchaînées à 2 reprises. Donc en tout, il y a 8 étapes. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous rappelez les noms des phases de la mitose, vous n'aurez pas besoin d'en apprendre de nouveau. Par contre, la petite subtilité, c'est que comme chaque phase est faite à 2 reprises, on va préciser avec un chiffre romain s'il s'agit de la première ou de la deuxième division de méiose. La méiose commence avec la prophase 1. Mais avant de la décrire, je tiens à préciser que j'ai simplifié, comme dans la vidéo sur la mitose, en ne représentant que 4 chromosomes, autrement dit 2 paires de chromosomes homologues. Donc au cours de la prophase 1, comme pendant la prophase de la mitose, il y a formation du fuseau de division. Il y a également disparition de l'enveloppe nucléaire. Un autre événement très important, c'est ce que l'on appelle l'appariement des chromosomes homologues. Dans la première vidéo de ce chapitre, nous avions vu que 2 chromosomes homologues formaient une paire qui ont la même taille et la même position du centromère. Les chromosomes se regroupent donc, ils s'assemblent 2 à 2. Cette première étape dure assez longtemps car les chromosomes ne se positionnent pas juste côte à côte dans l'espace, mais ils vont aussi procéder à des échanges de matériel génétique entre eux. C'est ce que l'on appelle des crossing over. En pratique, un crossing over se déroule lorsqu'un bras de chromosome enjambe le bras du chromosome homologue. Il peut ensuite y avoir des cassures dans les 2 chromatides et des échanges. C'est ainsi qu'émergent des combinaisons de gènes qui n'existaient pas à la génération précédente. Je vous rappelle que les 2 chromosomes de la paire de chromosomes homologues ne sont pas strictement identiques. Ils peuvent porter des versions légèrement différentes des gènes que l'on appelle des allèles. Il peut également y avoir des mécanismes un peu plus complexes, avec un double enjambement des chromosomes. Dans ce cas-là, on obtient ce que vous voyez tout à fait à droite. Les crossing over sont donc un mécanisme essentiel qui permet de générer de la diversité génétique.
ils permettent de mélanger des caractères qui étaient présents sur les chromosomes d'une paire de chromosomes homologues. C'est donc le premier mécanisme qui permet d'expliquer que deux enfants ayant les mêmes parents soient si différents, car ils sont issus de la rencontre de gamètes très différents. Au cours de la métaphase 1, comme lors de la métaphase de la mitose, les chromosomes s'alignent au milieu de la cellule. On appelle ça la plaque équatoriale. Et là, on observe un deuxième mécanisme essentiel qui est à l'origine de la diversité génétique. Cette répartition se fait de manière aléatoire. En effet, les chromosomes bleus et rouges se disposent selon le hasard de part et d'autre de cette ligne imaginaire qu'est la plaque équatoriale. On a donc cette représentation qui est possible, mais on pourrait aussi envisager cette représentation-là, ou encore cette représentation-ci. Donc cela a son importance parce que ça veut dire, à nouveau, que les gamètes qui sont issus de cette méiose seront tous légèrement différents les uns des autres. Tout comme lors de la mitose, au cours de l'anaphase 1, le fuseau mitotique joue un rôle essentiel. En effet, les microtubules se raccourcissent, ils exercent une force de traction et entraînent les chromosomes vers les pôles opposés de la cellule. La télophase 1 marque la fin de la première partie de la méiose. Chacune des deux cellules filles se retrouve avec seulement la moitié des chromosomes de départ. Donc à ce stade, on a deux cellules filles qui sont haploïdes. Et comme on est parti de cellules possédant 2 N chromosomes et qu'on se retrouve avec des cellules possédant maintenant N chromosomes, on peut dire qu'il s'agit d'une division réductionnelle car on a réduit par 2, divisé par 2, le nombre de chromosomes. Les deux cellules s'individualisent, mais il n'y a pas de reformation du noyau ni de décondensation des chromosomes car très rapidement, les choses vont s'enchaîner avec la deuxième partie de la méiose. La prophase 2 est très rapide. En effet, il ne s'y déroule pas de crossing over et le noyau ne s'est pas reformé. Cela gagne donc du temps. Elle peut alors s'enchaîner très rapidement avec la métaphase 2. En métaphase 2, les chromosomes se placent à nouveau sur la plaque métaphasique au niveau de leur centromère. Leur condensation est alors à son niveau maximal. On enchaîne avec l'anaphase 2, au cours de laquelle les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent. Il y a donc rupture des chromosomes au niveau de leur centromère. Les chromatides migrent alors vers les pôles opposés de la cellule et ils sont tirés par les microtubules qui exercent une force de traction très importante. Nous arrivons à la fin de la méiose. Au cours de la télophase 2, il y a reformation des noyaux. Les chromosomes peuvent alors se décondenser. On obtient 4 cellules filles bien individualisées et comme vous le voyez ici, les chromosomes présents dans chacune de ces cellules sont tous légèrement différents. Cela est dû premièrement au crossing over et deuxièmement à la répartition aléatoire des chromosomes d'origine maternelle et paternelle. Vous pouvez également remarquer que cette deuxième division a conservé le nombre de chromosomes. On peut donc dire que c'est une division équationnelle. On est passé de cellules à N chromosomes et 2 chromatides à des cellules à N chromosomes et une chromatide. Donc de N chromosomes à N chromosomes, on a une équation du nombre de chromosomes. Faisons un petit bilan rapide de la méiose. On part donc d'une cellule diploïde possédant 2 N chromosomes à 2 chromatides. Je vous rappelle encore une fois que chez l'humain, N est égal à 23. Autrement dit, 46 chromosomes, chacun possédant 2 chromatides. La méiose se déroule en 2 temps avec dans un premier temps une division qui aboutit à 2 cellules filles haploïdes. Ces cellules possèdent donc N chromosomes à 2 chromatides chacune. C'est une division dite réductionnelle. La deuxième étape de la méiose permet d'obtenir 4 cellules filles. Chacune de ces cellules filles possède N chromosomes et chaque chromosome n'a plus qu'une seule chromatide. On a conservé le nombre de chromosomes, c'est donc une division équationnelle. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.